sommes toujours dans nos focus mise en lumière des entrepreneurs au féminin. L'idée, c'est voilà, de parler de l'entrepreneuriat au féminin avec des profils forts, des personnes qui ont un parcours et un vécu à partager. En tout cas, voilà, nous avons la chance, là maintenant tout de suite, d'être avec deux entrepreneurs, des femmes accomplies dans leur domaine. Alors nous avons Hanan El-Djamali. Bonjour Hanan. Bonjour. Merci en tout cas à toi de nous recevoir, parce qu'en plus nous sommes chez toi, donc on nous dira un petit mot tout à l'heure, hein. Ça on se le redira. Et puis on a également Diana Brondel. Bonjour. Bonjour Diana, merci à toi en tout cas d'avoir répondu à l'appel. C'est un plaisir. Voilà, vous êtes deux femmes entrepreneurs et vous avez en tout cas aujourd'hui des expériences à partager avec nous. En tout cas, on est preneurs de ce genre d'expérience parce qu'on est dans le concret avec vos projets. Alors je vais vous laisser chacune d'entre vous présenter tout simplement en nous expliquant votre parcours, en nous expliquant votre projet. Et après, effectivement, on reviendra sur votre définition de l'entrepreneuriat au féminin. Je commence. Donc, bonjour, je m'appelle Hanan. Donc, je suis la cofondatrice du Remix Coworking, donc un des espaces dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Donc moi j'ai un parcours un peu particulier, je suis marocaine, je suis née à Casablanca, je suis arrivée en France à 18 ans pour des études scientifiques, donc je suis généticienne à la base. J'ai complété ce parcours par une école de commerce et je me suis lancée plutôt dans l'univers de la com, dans l'industrie pharmaceutique. Et puis par la suite, j'ai rencontré mon actuel associé. On a d'abord monté une agence de planning stratégique, donc absolument rien à voir avec le coworking. Et puis on s'est lancé dans l'aventure Remix en 2013, après un ras-le-bol, on va dire, des univers un peu trop corporate, et puis l'envie de mettre beaucoup plus de sens dans nos vies au quotidien. D'accord, merci en tout cas pour cette jolie présentation. Un parcours atypique, effectivement. Et effectivement, l'entrepreneuriat, c'est aussi atypique, hein, donc tout est possible. Il n'y a pas de limite quand on est entrepreneur, on en reparlera tout à l'heure. Hanan, du coup, Diana, je vais te laisser présenter. Bonjour, alors moi je m'appelle Diana, profil un peu plus classique. Donc moi, je suis sortie d'école de commerce et j'ai fait 10 ans de banque. L'inspection générale, directeur de cabinet. Et après, je me retrouve un peu dans ce que dit Hanan, c'est-à-dire après 10 ans de boîte, corporate, grosse organisation, aussi le sentiment de me dire que j'étais peut-être pas au bon endroit au bon moment. Et donc je me suis lancée et j'ai créé une start-up qui est une boîte de financial technology. Donc on reste dans la banque, dans ce que je sais faire. Et donc je travaille sur un projet de néobanque pour les enfants et les adolescents, étant moi-même maman. Merci mesdames en tout cas pour ces très très belles présentations. Donc voilà, on en sait un petit peu plus sur vos parcours respectifs, de très beaux parcours, je vous le disais. Alors maintenant, comment ça s'est passé? Je veux dire, vous avez eu ces projets, vous étiez donc pour l'une quand même en carrière salariale, une belle carrière bien posée. On y pense, on écrit le projet, puis on se lance. Comment c'est aussi facile? Il y a quand même Comment est-ce qu'on fait pour le mettre en œuvre, son projet? Alors, moi, mon expérience personnelle et personnellement, en tout cas, ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est quelque chose de très personnel, ce sont les attentats de novembre 2015. D'accord. Moi, les attentats de novembre 2015 m'ont un peu traumatisée dans le sens où je trouvais quand même qu'on était à Paris dans un environnement assez préservé et le fait de se retrouver face à un tel déferlement de violence, c'était aussi une manière de me dire « Ah mince, mais en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver chez toi. » Et globalement, quand tu pars le matin de chez toi, que tu laisses ton mari, que tu laisses tes enfants, tu peux peut-être ne pas revenir le soir. Et donc, je suis rentrée dans une espèce de crise de sens en me disant autant je ne peux pas me prémunir contre la violence ambiante, autant il est quand même très important que je me donne les moyens quand je pars le matin, de faire quelque chose qui fasse du sens pour moi. Et en fait, c'est un peu là où je suis vraiment rentrée dans une recherche de sens et à me dire, à faire un bilan aussi, après 10 ans de carrière corporate dans une grosse boîte du CAC 40, où globalement, quand ça se passe bien, la messe est dite pour les 30 prochaines années. Et donc, c'était devenu un petit peu anxiogène de me dire, mais là, j'ai l'impression que la messe est dite, quoi. Et je me suis dit, écoute, de quoi tu as envie De quoi tu as envie? Qu'est-ce qui fait sens pour toi? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans des carrières beaucoup plus longues aussi que celles que pouvaient avoir nos mamans. Hein. Et donc, c'était aussi de dire, mais attends, il se passe tellement de choses, la technologie a tellement changé, il y a tellement d'opportunités. Nous aussi, on a le droit d'en être, en fait. Oui, ce n'est pas que pour les autres. Et donc, effectivement, quand on est jeune, parent de jeunes enfants, qu'on a des idées, que la techno est là,
il faut aussi se donner les moyens et prendre son courage à deux mains. Mais après, c'est un vrai process, hein. C'est-à-dire que moi, les gens m'ont quand même souvent regardé en me disant écoute, je ne comprends pas. Justement, voilà, parce qu'on parle de l'entourage aussi. C'est apparemment, dans la vie d'un entrepreneur, justement, ce qui peut pousser ou au contraire freiner quelqu'un à se lancer, c'est notamment les commentaires, notamment le soutien ou pas. Donc ça, je crois savoir que c'est important. Comment ça s'est passé de votre côté, Anna? Vous avez été soutenue quand vous avez voulu vous lancer en 2013 pour Remix Coworking? Moi, j'ai pas forcément cherché de soutien. Déjà, Remix, c'était ma deuxième boîte. D'accord. Donc, quand je me suis lancée dans la première, en tout cas en 2007, c'était après 4 ans de salariat. Et l'envie d'entreprendre est venue, mais vraiment doucement. Au fur et à mesure que se construisaient les freins pour moi de développer ce que j'avais envie de développer au sein d'une entreprise un peu plus classique. Donc à chaque fois que je proposais un projet et que je me heurtais à des blocages, je me disais si j'avais été seule, je pourrais le faire. Donc c'est finalement ce manque de liberté. Voilà, c'est petit à petit ce truc-là qui est venu doucement jusqu'à au bout de 4 ans se dire j'ai envie de faire trop de choses, j'ai envie d'être libre dans ma façon de construire ma carrière et puis j'y suis allée assez naturellement. Le soutien, oui, j'en ai pas demandé, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, quand j'ai arrêté mon premier job, je me rappelle avoir prévenu mes parents une fois que madame était posée. J'en ai pas discuté pendant. Mais est-ce que inconsciemment c'était pas justement pour éviter d'avoir des petites remarques qui viendraient éventuellement vous décourager? Est-ce que c'était pas fait exprès justement pour vous préserver et garder un mental positif dans l'entrepreneuriat? Alors ça peut paraître très bizarre, mais pour moi c'est une décision tellement forte que c'est une décision qui est personnelle, c'est un choix de vie. De la même façon qu'on décide le pays où on va vivre ou le métier qu'on va choisir, l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui est tellement à l'intérieur de soi que finalement tant mieux si on a un support et tant pis si on n'en a pas. Mais si on a besoin de ce support pour avancer, c'est que c'est pas bon. Donc l'énergie elle est là-dedans et puis elle finit par convaincre tout le monde. Un de nos jobs majeurs en tant qu'entrepreneur, c'est de passer notre vie à convaincre la terre entière, que ce soit nos clients, nos investisseurs, notre famille, nos amis, etc. Donc si on n'a pas ça en nous, c'est déjà un peu mal barré, quoi. D'accord, donc c'est vrai que c'est assez intéressant, hein. C'est intéressant de souligner le fait que l'essence même de l'entrepreneuriat, c'est aussi le fait de se convaincre soi-même et de convaincre les autres. Oui. Donc c'est important de l'avoir. Alors, ok, vous lancez, ça y est, c'est parti, on prend sa décision, on pose sa dème, on ne dit à personne, pas de souci. Par contre, qu'en est-il en fait du fait d'être une femme? Il y a quand même eu des petites choses, en fait, on est quand même très conservateur, hein, de façon générale. Est-ce que c'est bien vu? Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans l'attente de se dire qu'une femme, elle est plutôt attendue à tel endroit et pas forcément en tant que chef d'entreprise? Comment vous avez ressenti ce point de vue-là à votre niveau? Alors moi, en plus, je suis dans la fintech. Alors la finance, ça reste quand même un monde assez masculin. Et alors la tech, c'est encore plus masculin. Et moi, je le vois tous les jours. En fait, c'est vrai que moi, il m'est arrivé quelque chose d'assez drôle. Je vous raconte l'anecdote, mais c'est vraiment trivial. C'est un jour, j'ai des échanges de mails avec quelqu'un. Et je dis, ah oui, on pourrait faire un partenariat, c'est super. La personne me dit, viens ce soir à un événement et tout. Et puis j'arrive, il me dit bonjour, il ne me regarde pas, il va voir quelqu'un, il dit, mais elle est là ou elle n'est pas là? Je dis, si, je suis là. Parce que en fait, je pense que les gens, je ne sais pas pourquoi, peut-être dans leur manière de processer et de filtrer, ils ont forcément des biais un peu mentaux et donc c'est aussi bien, je pense, d'être là où on ne nous attend pas forcément et de surprendre agréablement les gens. Non, mais je pense qu'ils se disent, je pense que c'est des mindsets où c'est un peu câblé, ils se disent non mais c'est peut-être elle qui envoie les mails mais c'est peut-être pas forcément elle. D'accord. Donc on arrive on dit ah bah non mais en fait c'est moi qui suis la CEO de la fintech. D'accord. Ah bon d'accord. Et donc oui, c'est vrai que déjà l'entrepreneuriat à la base, hein, quand on remet un peu les choses en perspective, on est quand même dans des sociétés encore assez grégaires, où la parité se construit au fur et à mesure, donc des femmes dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose à quoi on n'est pas forcément habitué, c'est quelque chose à quoi nos parents ne sont pas forcément habitués, donc il y a déjà tout un travail de construction et aussi de légitimité à trouver.
Après, quand on est en posture de négociation, en fait, la vraie vérité, c'est que on est souvent, je sais pas, Anne, tu le diras, mais quand on cherche des investisseurs, quand on cherche des partenaires, on est quand même souvent face à des hommes. Donc, il ne s'agit pas non plus de renier sa féminité. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir des postures assez fermes. Donc, est-ce que les gens s'y habituent? Oui, je pense, parce que on vit dans un monde dans lequel de plus en plus de femmes auront intérêt et sont appelées, et c'est aussi l'intérêt de ce qu'on fait, c'est pour encourager finalement toutes les femmes qui ont envie d'entreprendre. Est-ce que c'est moins évident, moins facile? Oui, ça l'est. Est-ce que pour autant il ne faut pas y aller? Non, je pense qu'il faut quand même se donner le moyen d'y aller, et il faut aussi accepter de défricher un certain nombre de sujets pour les autres. D'accord, ok, vous êtes en gros les pionnières d'une génération qui arrive, c'est vous qui... vous êtes vous êtes les martyrs en fait. Nous sommes les Rosa Parks. On est les martyrs heureuses. C'est ça, nous sommes les martyrs épanouies et heureuses. Ouais. Et du coup, Anne, alors, le ressenti par rapport à ça, l'entrepreneuriat au féminin, c'est bien perçu, on est bien accueillis? Je pense que quoi qu'il arrive, il reste des a priori sur les femmes de pouvoir, on va dire. Même à petit niveau, on va dire, même à un niveau d'entrepreneuriat, il y a toujours cet a priori-là. Mais c'est, à mon sens, un a priori qui se règle très rapidement. Donc ça peut être un frein énorme. J'ai rencontré beaucoup de femmes à qui ça fait vraiment peur, cette étape-là. Mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où on est convaincu par ce qu'on fait, tout finit par passer, etc. Mais il y a cet a priori, effectivement. Moi, je ne suis pas dans l'univers de la fintech, je suis dans celui du bâtiment, oui, c'est qui est un univers très masculin, parce que je suis en charge du développement du remix. Donc mon job, c'est d'aller chercher de l'immobilier et d'aménager des biens. Donc je suis dans un univers dans lequel il n'y a aucune femme, je veux dire, mais vraiment, zéro, c'est masculin à 100%. Oui, ça surprend au démarrage, oui, c'est un peu plus difficile à mettre en place. Je suis obligée de me faire des chantiers en talons et en tailleur pour montrer que c'est moi qui ai le chéquier, parce que sinon ça marche pas, je peux pas y aller en jean et en basket. On n'est pas pris au sérieux, on est voilà. Donc il y a cette étape-là, et j'ai encore recours à mon associé qui est un homme. De temps en temps pour débloquer certaines situations. Donc oui, c'est une règle du jeu actuellement dans l'univers dans lequel on évolue et sur laquelle je pense que notre seule présence, notre seule réussite suffit à démontrer qu'on peut aller plus loin. Autre question, mesdames, avec le recul que vous avez maintenant chacune depuis le lancement de vos activités respectives, quelles seraient en tout cas les choses que vous feriez différemment? Parce qu'en entrepreneuriat, on ne parle pas forcément d'erreur, plutôt d'expérience, parce qu'on apprend continuellement. Voilà, quelles seraient les petites choses que vous feriez autrement si c'était à refaire? Alors moi je suis tout au début, donc je pense que des erreurs, je vais continuer à en faire beaucoup. Les choses que je ferais différemment, je pense qu'il y en a plusieurs, mais après on apprend aussi en marchant. Moi j'ai démarré à construire, à imaginer mon projet toute seule. Et en fait j'ai aussi quitté mon boulot parce que j'avais besoin de m'extraire de ce qu'était mon quotidien pour vraiment complètement finaliser à construire ce que moi je souhaitais créer. D'accord. L'avantage c'est effectivement je me suis complètement approprié mon projet, sauf que typiquement ce qui m'arrive maintenant c'est bien sûr nul n'étant omniscient, j'ai besoin de compétences complémentaires aux miennes. Et comme j'ai vraiment pris sur moi, quitté mon job et eu un réel process de gestation de ce projet-là, aujourd'hui, je cherche des profils complémentaires et je viens de m'associer avec quelqu'un. Et en fait, c'est vrai qu'on a beau dire, effectivement, on reconnaît la compétence aux gens qu'on n'a pas, mais c'est assez difficile de faire endosser sa vision à quelqu'un qu'on onboard dans un second temps. Bien sûr, donc, bien sûr. si c'était à refaire, mais après, je pense que c'est aussi une question d'opportunité et de rencontre. Oui, c'est-à-dire, si j'avais rencontré une des personnes qui est devenue mon associée aujourd'hui il y a un an, on aurait sûrement construit différemment, on aurait construit ensemble, il y aurait eu un peu plus de lui-même et peut-être un peu moins de moi-même dans le projet. Pour autant, j'aurais perdu un an. Aujourd'hui, quand je vois que j'essaye justement de racoler des personnes à mon process,
Pour les personnes, c'est aussi un peu difficile de s'associer avec quelqu'un qui... c'est un terme un peu négatif, mais après c'est aussi le cas, c'est-à-dire qu'il vampirise et a vraiment une vision très 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 fouillée, même si elle n'a pas toutes les briques. Donc peut-être faut-il aussi, une fois qu'on a son idée, prendre peut-être plus de temps pour trouver vraiment les compétences complémentaires en amont aux siennes, pour construire quelque chose avec quelqu'un. Parce que moi ce qui m'arrive, c'est donc aujourd'hui effectivement je suis en train de monter une structure et donc je suis dans la phase où je recrute des gens. Et bien que je sois entourée de collaborateurs extrêmement compétents, je rentre chez moi le soir et je parle parfois à mon mari du sentiment de la solitude du dirigeant. Oui, je vois. Et en fait, il ne comprend pas et je lui dis non, en fait, il me manque quelqu'un qui soit le prolongement de moi-même en toute chose et qui me soit complètement substituable. Voilà. Non, je vois ce que... Parfaitement. Anan c'est une question difficile parce que je referai tout différemment et en même temps je ne referai rien différemment. C'est la complexité de la chose, c'est qu'effectivement c'est une aventure dans laquelle tous les jours on apprend et la joie aussi de l'entrepreneuriat, c'est d'être dans cette université permanente. Je pense que tous les entrepreneurs sont des gens par essence curieux qui ont envie d'apprendre tous les jours et qui se construisent leur école, on va dire. Donc toutes les erreurs telles qu'on pourrait les imaginer sont au final des sources de joie parce qu'on apprend, on grandit, etc. Après, la question de l'entourage professionnel est majeure. S'il y avait vraiment, je partage avec toi exactement cette donnée. Moi j'ai une chance qui est celle d'avoir un associé qui était là depuis le début et donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel en fait au quotidien. Mais j'ai fait plein de conneries dans le fait de me précipiter dans le choix, ne serait-ce que de partenaires et qui au final te ralentissent très fortement, voire plus que te ralentir, te bouffe ton énergie en fait. Or, ce qu'il y a de plus précieux dans cet univers entrepreneurial, c'est comment tu maintiens ta flamme. Et cette flamme-là, elle est maintenue parce que d'autres nous procurent une énergie, parce que comme tu disais, il y a cette solitude, il n'y a personne au-dessus. Et donc forcément, on est les pourvoyeurs d'énergie de tout le monde. Donc la beauté, c'est quand tu rencontres quelqu'un qui t'alimente en énergie. Et ça, c'est fantastique. C'est génial. Et moi, ça devient mon obsession aujourd'hui, c'est de trouver des gens qui m'alimentent en énergie. D'accord. Eh bien, bonne nouvelle, mesdames, bonne nouvelle. Vous êtes au courant. Le 8 mars prochain, l'Organisation internationale de la francophonie lancera sa plateforme dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. Donc la condition même d'entrepreneur avec cette solitude, ces difficultés, ce besoin d'être alimenté pour garder son énergie et pour rester positif dans son projet, ce vœu en tout cas va pouvoir être exaucé. Donc là ce sera un focus sur les femmes entrepreneurs. Je ne sais pas si vous actuellement, en plus de vos associés respectifs, est-ce que vous travaillez avec d'autres femmes? Est-ce que vous travaillez en fédération? En tout cas là ce sera la possibilité de le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, à moi de voir. Non mais dans l'absolu, je trouve ça très très bien que les femmes s'entraident et que les femmes se serrent les coudes parce que c'est vrai que nous sommes des femmes et nous voulons prendre place à table, mais en fait nous n'avons pas forcément vocation à être l'égale des hommes parce que nous avons des drivers différents et nous approchons les choses différemment. Donc je pense que ça a de la vertu d'avoir des femmes qui soient solidaires les unes des autres et qui soient là pour se serrer les coudes. Moi j'aimais juste un bémol, c'est de dire qu'effectivement il est très important que les femmes se soutiennent, mais il faut éviter l'entrisme. Il faut éviter l'entrisme parce que qu'une femme aide une autre femme à accélérer, c'est bien entendu très bienveillant, qu'on soit là les unes pour les autres, c'est très important. Mais n'oublions pas aussi les hommes qui sont aussi là pour œuvrer et qui aident des femmes et qui promeuvent des femmes. Mais dans l'absolu, d'avoir une plateforme dans laquelle on va trouver de l'expertise, de l'énergie, de l'aide, c'est-à-dire à la fois pouvoir mentorer et éviter aux autres des erreurs qu'on a compris, mais aussi nous pouvoir être mentorés et être en capacité de débloquer des situations beaucoup plus rapidement, c'est bien sûr très 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 vertueux. Anne, un petit mot sur cette initiative? Un petit mot. Moi, je me suis occupée ces 10 dernières années du pôle entrepreneuriat au féminin d'HEC.
L'objectif étant justement d'arriver à développer un peu l'entrepreneuriat au féminin, mais surtout d'arriver à lever les freins. Mais c'est une démarche qui m'a toujours étonnée, de vouloir être entre soi pour débloquer ces freins. Mais il se trouve que la réalité aujourd'hui de l'entrepreneuriat en France, c'est qu'il existe un nombre important de femmes qui veulent se lancer, qui n'osent pas y aller parce qu'elles ont peur de cet univers trop masculin. Et que peut-être la première étape, c'est de les aider en les mettant ensemble, en se renforçant, en montrant que oui, on peut y arriver, qu'il y a des rôles modèles qui fonctionnent très bien. Donc pour moi, ces réseaux féminins sont importants, mais comme une première étape. Parce qu'à un moment, il faut se jeter dans le bain et le monde, il n'est pas fait de femmes. Le monde, et surtout le monde de l'entrepreneuriat, il est fait d'hommes. Donc on aura beau être entre nous, à un moment, il va falloir aller un peu voir de l'autre côté comment ça se passe, quoi. Donc voilà. Merci en tout cas pour tous ces précieux conseils et surtout vos retours et par rapport à votre parcours, parce qu'on est vraiment dans le concret de votre vécu, donc c'est juste génial de pouvoir l'avoir et de pouvoir bénéficier de ces conseils avisés. Si vous deviez dire un petit mot à toutes les personnes qui nous regardent, toutes les personnes, justement les femmes, les hommes, toutes les personnes qui nous regardent et qui éventuellement souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont des freins, quel serait le petit mot que vous leur diriez? Moi, je dirais que la chose la plus importante, c'est de se dire qu'il n'y a rien à perdre à se lancer au fond. On se met énormément de freins parce qu'on se nourrit soi-même de peur, ce qui est logique. Mais la réalité, c'est quand on l'observe en face, c'est qu'est-ce qu'on perd au final? Rien que quelques mois et on ne les perd pas parce qu'on vit des choses qui sont tellement exceptionnelles que c'est génial. Donc je pense qu'il faut oser, il faut se lancer. Il y a une vie après l'entrepreneuriat si ça ne fonctionne pas pour nous, et comme il y a une vie dans l'entrepreneuriat qui est tout aussi fantastique. Super. Moi, Anan a tout dit. Moi, je suis d'accord avec Anan dans le sens où, effectivement, il faut y aller. Si on a envie, prendre 2, 3, 4, 5 ans pour se transcender, pour se dépasser, pour apprendre beaucoup sur soi-même, parce que je pense qu'on apprend quand même jamais autant sur soi-même que quand on est face à soi-même, et avoir la satisfaction et la gratification de réussir ou d'échouer son propre projet est quelque chose dont personne ne devrait se priver. Merci à vous en tout cas pour ce témoignage, ces beaux témoignages. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec des femmes accomplies et qui sont vraiment bien dans leur projet. On voit que l'entrepreneuriat en tout cas vous va à ravir les dames. On se donne rendez-vous bien sûr donc, le 8 mars pour la journée de la femme où l'entrepreneuriat au féminin sera mis en lumière et en avant par l'Organisation internationale de la francophonie. Merci puis on se retrouve très bientôt. Merci à bientôt. Merci. Merci.